Enregistré. Ceci étant fait. Donc aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir trois intervenants qui vont nous présenter leur projet. Donc, nous allons commencer par Philippe Genois-Lefrançois, qui est étudiant en doctorat à l'Université de Montréal, qui a mené un projet en collaboration avec le professeur Franck Scherer de l'Université de Montréal également, et puis de Fanny Tremblay-Racicot de l'École nationale d'administration publique. Donc, il va nous présenter les résultats de sa revue de littérature pour le déploiement territorial de l'économie circulaire. Nous aurons ensuite la chance d'écouter Mylène Raymond, doctorante à l'UQTR, et Cécile Panrouge, professeure à l'UQTR, qui nous présenteront les résultats de leur projet sur la conciliation de l'économie circulaire et de l'entrepreneuriat, mené en collaboration avec la professeure Mireille Lalancette de l'UQTR. Donc un grand merci à tous les trois pour votre présence avec nous aujourd'hui. Je vous invite à conserver toutes vos questions pour la fin des deux présentations et on fera une période d'échange commune avec les trois présentateurs à la fin des présentations. Je vous souhaite un excellent webinaire et je laisse la parole à Philippe. Merci, je vais partager mon écran. Donc, tout le monde voit bien? Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Philippe Genoleux-François, je suis candidat au doctorat à la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Je suis heureux de vous partager aujourd'hui le fruit d'un projet de recherche financé par le REC, nommé Métabolisme urbain, outils d'analyse et d'action pour stimuler le déploiement urbain de l'économie circulaire. C'est un projet qui a été mené avec mon collègue Martial Bialex, qui est doctorant à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Fanny Tremblay-Racicot, professeur à l'ENAP, et Franck Scherer, professeur à l'Université de Montréal, comme Raphaël l'a dit. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche plus englobante qui s'intéresse au rôle du métabolisme urbain comme outil d'expérimentation et de gestion de transition pour l'économie circulaire. Puis, en ce sens, dans l'étape de recherche que je vous présente aujourd'hui, nous avons identifié le concept du métabolisme urbain, puis le champ de l'urbanisme comme étant des leviers de plus en plus discutés pour stimuler le déploiement territorial et urbain de l'économie circulaire, mais dont les articulations comprennent encore plusieurs zones d'ombre épistémologiques et opérationnelles. C'est pour ça qu'on a souhaité produire un état des lieux de la diversité des modes d'incorporation du métabolisme urbain au sein des réflexions et des démarches d'urbanisme de manière à contribuer à clarifier son rôle potentiel pour le déploiement stratégique d'économie circulaire. Donc, on a procédé par une recension des écrits de type systématique qui nous a permis de commencer à déployer une base de données sur les publications et les expérimentations en place et à faire une synthèse des connaissances. C'est cette synthèse des connaissances que je vais vous présenter aujourd'hui, puis qui va également faire l'objet d'une publication prochainement dans le prochain numéro de la revue Organisation et Territoire. Donc, le plan de ma présentation, je vais vous faire un portrait de mon cadre conceptuel, de notre cadre conceptuel, de notre méthodologie, pour ensuite vous présenter les résultats généraux et les résultats spécifiques de notre recension des écrits. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la question des villes et de l'économie circulaire, on observe à l'échelle urbaine et régionale, en fait, depuis moins d'une décennie, une prolifération d'initiatives d'action collective à l'échelle urbaine pour implanter l'économie circulaire dans une perspective territoriale. Des stratégies qui s'incarnent par différentes focalisations, par exemple le développement économique, la réduction des déchets, la revitalisation urbaine, et des modalités d'implantation, donc des instruments d'action publique différents, des feuilles de route, des recherches, expérimentations, des quartiers circulaires, etc. On observe qu'il y a eu une saisie du concept d'économie circulaire qui s'est faite d'abord par les acteurs économiques et institutionnels, qui a précédé la maturation d'un champ scientifique sur le caractère urbain de l'économie circulaire, donc sur l'idée de la ville circulaire. Donc, c'est vers la fin des années 2010, donc c'est assez récent, qu'on va voir une, une réflexion savante, une diversification des regards disciplinaires sur l'économie circulaire qui va permettre une progression des connaissances sur les articulations entre les processus d'urbanisation et de gestion urbaine avec les principes d'économie circulaire. Ça va permettre de développer le concept de déploiement urbain de l'économie circulaire, qui correspond à un ensemble de stratégies avec pour levier les composantes urbaines qui visent une implantation des principes de circularité dans les processus et systèmes urbains. Donc, il y a deux points importants, c'est que les orientations de planification sont guidées par l'objectif de circulariser les flux et les stocks urbains et que les stratégies d'économie circulaire se font à travers des interventions sur l'usage du sol,
les infrastructures, le cadre bâti, les activités socio-économiques, les modes d'habiter, etc. Donc, on s'éloigne de l'idée seulement d'implanter des entreprises ou des technologies dans les villes pour une réflexion plus systémique de l'intégration de l'économie circulaire dans ses sous-composantes. C'est là que l'urbanisme a un rôle clé à jouer. Euh, notre conception de l'urbanisme dans le cadre de notre travail est assez inclusive. On utilise la perspective de HR, qui est celle de l'ensemble des techniques et des connaissances utilisées pour étudier, concevoir, réaliser et gérer des villes, des morceaux de villes et des espaces urbains. C'est un champ de l'action collective qui a priori plusieurs leviers pour le déploiement urbain de l'économie circulaire. C'est une approche qui est intrinsèquement spatialisée, donc qui répond à la nécessité d'implanter l'économie circulaire et des stratégies qui soient adaptées au contexte local. Euh, L'urbanisme aussi agit sur la disposition spatiale des ressources territoriales, donc on a un impact direct et indirect sur la mobilisation, la distribution, l'accumulation des flux de matière et d'énergie. Puis aussi, l'urbanisme a un caractère transversal et interdisciplinaire qui porte le potentiel de déployer des programmes qui vont interpeller divers départements urbains, diverses parties prenantes et secteurs d'activité. Donc, ça répond à la nécessité de décloisonner les stratégies de circularité. Puis l'urbanisme a aussi une boîte à outils assez élargie où on peut intégrer l'économie circulaire dans les différents outils. Pensons à des plans, des réglementations, des expérimentations. Toutefois, il y a plusieurs questionnements par rapport au rôle de l'urbanisme pour l'économie circulaire, notamment au fait que c'est une approche qui est en train de se construire et qui s'incarne par une diversité d'approches et de projets avec des retombées différenciées. Actuellement, les pratiques d'urbanisme peinent à se saisir de leur matérialité, donc du rôle de l'urbanisme dans le métabolisme des territoires. Puis les flux de matière ne sont pas encore intégrés dans les orientations traditionnelles de l'urbanisme durable, donc dans les orientations de planification et les outils. Puis aussi, l'économie circulaire et l'urbanisme appartiennent à des communautés épistémiques qui sont différenciées puis qui nécessitent des concepts pour les faire dialoguer. On a aussi besoin d'expérimenter davantage. Et c'est là qu'il y a un intérêt avec le concept de métabolisme urbain. Donc, dans sa compréhension la plus répandue, le métabolisme urbain, ça correspond à l'ensemble des flux d'énergie et de matière qui sont mis en jeu par le fonctionnement d'un territoire donné. Donc, selon cette perspective écosystémique, les composantes et les processus des villes sont simultanément producteurs et tributaires de processus multi-échelles de mobilisation, de stockage, d'échange de ressources. Donc, quand on étudie le métabolisme urbain, l'objet d'étude, c'est la circulation des flux de matière et ou d'énergie dans un territoire, puis les échanges de matière entre le territoire et son environnement à des échelles différenciées. Donc, on étudie par exemple les matériaux de construction, la biomasse, les plastiques, l'énergie, etc. Sans prétendre faire un panorama exhaustif des traditions, des conceptualisations, des méthodes d'étude du métabolisme urbain, je mentionne que pour l'économie circulaire, le rôle du métabolisme, l'étude du métabolisme qui est la plus généralisée, c'est de quantifier l'impact environnemental d'un territoire sous l'angle matériel et ou énergétique par l'analyse des flux de matière, qui consiste à calculer les flux de ressources et produits entrants, s'accumulant et sortant d'un territoire pour une période donnée. Il y a d'autres approches aussi qui gagnent en intérêt, qui consistent à observer les trajectoires spatio-temporelles ou encore à comprendre les facteurs territoriaux qui régissent la circulation des flux de matière. Ça, c'est le cas notamment des travaux d'écologie sociale ou d'écologie territoriale qui vont favoriser des cadres spatialisés pour comprendre les processus et structures métaboliques. Donc, par exemple, ici, on voit différentes représentations à gauche d'analyse de flux de matière sous différentes méthodes et à droite, différentes représentations spatiales de métabolisme urbain. C'est juste pour vous donner une idée de la diversification des approches. Je reviens ici à ma diapositive pour expliquer que le métabolisme urbain, c'est un cadre qui est de plus en plus adopté comme référentiel pour planifier l'économie circulaire à l'échelle des villes et régions. Donc, on voit qu'il y a une relation triangulaire entre les trois concepts de déploiement urbain de l'économie circulaire, d'urbanisme et de métabolisme urbain. En fait, l'urbanisme, si je peux synthétiser, propose des actions transformatrices du territoire, alors que le métabolisme urbain propose des outils analytiques, mais c'est deux approches qui n'ont pas vraiment dialogué. Puis on remarque que pour le déploiement urbain de l'économie circulaire, il y a une nécessité de faire des ponts entre des outils d'analyse et d'action sur les systèmes urbains. Donc, un rapprochement structuré entre le métabolisme urbain et l'urbanisme permettrait un éclairage
sur l'analyse et le cadrage des démarches de déploiement urbain de l'économie circulaire. C'est pourquoi nous avons souhaité dans cette recherche produire un état des lieux de la diversité des modes d'incorporation du métabolisme urbain au sein des réflexions et démarches d'urbanisme. Je vais passer très rapidement sur notre méthodologie pour des questions de temps, mais nous avons produit en fait une recension de type systématique des écrits pour l'étape d'enquête, donc littérature anglophone et francophone croisant métabolisme urbain et urbanisme, pour arriver à un corpus total de 45 articles. Puis notre approche analytique était itérative et qualitative, ce qui nous a permis de dégager des résultats généraux qui consistent en des observations transversales sur la littérature, puis en des résultats spécifiques qui sont des retours d'expérience, en fait, qu'on trouve dans la littérature, des expérimentations d'urbanisme utilisant le métabolisme urbain. Donc, c'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Donc, le premier résultat général, c'est euh, que le métabolisme urbain représente une perspective qui est beaucoup mobilisé dans la littérature, qui va osciller entre deux vocations, donc un cadre heuristique et un outil de comptabilisation. Donc, tout d'abord, le cadre heuristique de planification, c'est le fait de voir la ville par les flux de matière. Donc, par son essence ontologique, le métabolisme urbain joue ce rôle de cadre heuristique qui ancre la ville dans une perspective écosystémique où vont circuler et s'accumuler des flux matériels et énergétiques. Ça permet une lecture réinventée des composantes et processus urbains qui sont sous-jacents aux flux qui traversent les villes. Donc, on peut penser aux industries, aux fonctions urbaines, aux services publics, au développement urbain, etc. Et donc, ça, c'est une lecture qui est plus issue des textes des sciences sociales, de la géographie. D'un autre côté, on a un métabolisme urbain qui est vu comme une gamme d'outils de comptabilisation et de modélisation pour orienter, évaluer et faire le suivi des démarches de déploiement urbain de l'économie circulaire. Donc, on a divers outils de quantification comme l'analyse des flux de matière, les analyses de cycle de vie, des empreintes environnementales, des analyses de flux de substances, qui vont avoir trois grandes vocations, soit jauger le niveau de circularité et aborder des impératifs de durabilité qui sont liés aux flux et aux besoins des populations, identifier et cartographier des flux et stocks qui sont porteurs d'enjeux, puis dégager des objectifs et des cibles de réduction de l'intensité matérielle des territoires. Donc ça, c'est une perspective qui est d'outiller de s'outiller du métabolisme urbain pour planifier le territoire, donc planifier par le métabolisme, parce qu'on permet une analyse croisée entre les processus de transformation urbaine, les flux de ressources et les enjeux socio-économiques. Ça permet de décentrer le regard au-delà des orientations traditionnelles d'un urbanisme durable, par exemple les questions de mixité, de densité urbaine, d'espace vert, où on va venir intégrer une nouvelle perspective qui est axée sur la circularisation des flux de ressources. Donc, on superpose en fait une nouvelle couche analytique aux couches préexistantes dans le cadre d'une démarche de planification urbaine. Donc, par exemple, aux étapes de diagnostic, de développement de vision, d'orientation stratégique. Ça peut venir faire des synergies entre les différentes orientations, mais aussi des nouvelles tensions entre différentes orientations, par exemple liées plus au développement social et à l'économie circulaire. Donc, c'est un potentiel de tension également. Le second résultat général, c'est euh, que le métabolisme urbain, en fait, est aussi utilisé comme une analogie pour transposer les impératifs de l'économie circulaire aux échelles urbaines et régionales. Donc, on s'inscrit dans une tradition, en fait, de voir la ville comme un organisme vivant. Donc, c'est une tradition qui est assez ancienne aussi dans la planification urbaine. Ici, c'est l'idéal cyclique des écosystèmes naturels. Donc, le discours dans cette branche de la littérature, c'est de transposer la transition d'une ville vers la circularité comme étant la transition d'un métabolisme vers la circularité. Donc, un métabolisme circulaire est synonyme d'une ville circulaire. Et puis, on va essayer de mettre en place des actions pour circulariser ce métabolisme à travers des approches d'énergie renouvelable, locale, la relocalisation des activités socio-économiques, des boucles courtes. Cette posture invite toutefois à une prudence face à l'utopie de l'autonomie locale et aussi les effets rebonds multi-échelles. Donc là, on entre par une autre porte dans la planification et le métabolisme,
C'est vraiment, on cherche à transformer le métabolisme, donc planifier le métabolisme et non par le métabolisme. Donc, ici, on a deux schématisations à droite dans la littérature de ce que serait un métabolisme circulaire, selon différents auteurs. Euh, la troisième observation, c'est un constat, puis c'est une incantation qui concerne le caractère interdisciplinaire et intersectoriel qui est essentiel à la compréhension et à l'opérationnalisation du métabolisme urbain. Donc, dans l'ensemble de la littérature, les travaux s'illustrent par un appel, en fait, à une fertilisation croisée entre des champs de recherche qui sont diversifiés. Donc, les sciences biophysiques, l'écologie, l'architecture, l'ingénierie, les transitions durables, donc les Sustainability Transition. Ceci pour augmenter la compréhension des métabolismes et de leur interrelation avec les composantes urbaines, puis aussi pour mieux intervenir sur les systèmes urbains. On a aussi on fait aussi état dans la littérature d'un besoin de davantage de collaboration et de transfert de compétences et de connaissances entre les milieux de la recherche et de la pratique, puis aussi de plus d'échanges entre les différents services et parties prenantes de l'aménagement au sein des villes et régions. Ça nous amène au quatrième résultat, à la quatrième observation générale. En fait, c'est que on remarque un discours qui est croissant dans la littérature, qui indique l'urbanisme comme étant vraiment une clé pour transférer les connaissances métaboliques en instruments et en pratiques de planification tangible. Donc, euh, ça vient en lien avec nos hypothèses de départ sur notre cadre conceptuel, parce que l'urbanisme intègre un ensemble de champs de connaissances interdisciplinaires, puis il s'inscrit au carrefour de différentes communautés de praticiens. C'est dans cette perspective-là qu'il y a des auteurs qui soulignent l'intérêt de former des metabolic planners ou des urbanistes métaboliques, qui serait une nouvelle expertise interdisciplinaire multilangage, pouvant faire la médiation en différents champs de connaissances, secteurs d'activité et parties prenantes, puis pour avoir une vision d'ensemble sur les processus de reconfiguration des flux à l'échelle des villes. Toutefois, cette approche d'urbanisme métabolique dans la littérature est encore un discours théorique, une proposition qui mériterait d'être clarifiée à travers des enquêtes approfondies. Je vais maintenant vous parler de nos résultats spécifiques, en fait, quelques-uns de nos résultats spécifiques. C'est que dans notre corpus de littérature, on a été en mesure d'identifier des démarches bien documentées d'application du métabolisme urbain en urbanisme. Donc, des expérimentations d'utilisation du métabolisme urbain. Euh, donc, on a creusé et caractérisé ces cas de figure sous la forme d'une amorce d'études de cas. On en a sélectionné 4 dans notre littérature, dans notre recension des écrits. Pour les raisons temporelles encore, je vais vous en présenter seulement 2 aujourd'hui rapidement. Ces exemples qui ont été choisis dans la littérature pour leur portée exploratoire parce qu'il existe peu de retours d'expérience dans la littérature sur des approches de métabolisme urbain en urbanisme. Puis ils portent aussi sur des différents registres d'application du métabolisme urbain. Donc, il y a un intérêt pour enrichir notre réflexion sur les différentes articulations possibles entre métabolisme urbain et urbanisme. Donc, les cas sont le projet Repair, un atelier de co-design pour la région urbaine du Limbourg en Belgique, le projet Bridge et le plan stratégique de la Sierra Calderona en Espagne. Cette caractérisation des cas a été faite sur différentes variables, donc par exemple les types de projets, les échelles appréhendées, les flux et stocks de ressources, les phases de planification où utiliser le métabolisme urbain, et les différentes perspectives heuristiques et comptables du métabolisme urbain utilisées dans ces cas. Donc, le premier exemple, c'est le projet Repair, qui est en fait un projet de recherche-intervention impliquant des centres de recherche et des métropoles, des acteurs des métropoles d'Amsterdam et de Naples. C'est une démarche qui s'intéressait à repenser les zones périurbaines à travers de nouveaux usages circulaires. Donc, plus concrètement, ce projet visait à faire l'expérimentation d'une méthode de planification collaborative qui va employer le design informatique dans l'élaboration et la priorisation de stratégies d'aménagement innovantes. Donc, la méthode de Repair consistait à mettre en place des Living Labs sur les territoires travaillés. Donc, un Living Lab, juste pour un petit rappel, c'est une arène d'innovation collaborative ouverte à un large public où on va justement s'adonner à une planification co-créative, à une co-création de nouvelles stratégies d'aménagement allant du diagnostic à la conception de pistes d'action.
Et puis, comment ces Living Labs se sont déroulés, c'est qu'ils étaient centrés en fait sur la manipulation d'une méthode d'analyse des flux de matière spatialisée, comme on peut voir dans l'image du haut. Ça s'appelle une Activity-Based Material Flow Analysis, qui permettait de géolocaliser en fait les différentes activités urbaines, les acteurs et les flux. Donc, de relier ces différents éléments-là sur la carte. Et c'est à travers cet outil-là que les différentes étapes se sont développées en articulant, en mobilisant cet outil. Une autre particularité de ce cas, en fait, c'est la dimension heuristique associée au cadre métabolique. Donc, ici, le métabolisme urbain a été conceptualisé pour non seulement sa dimension méthodologique, mais aussi pour observer de manière plus large les processus de développement urbain sous l'angle de la circularité. Donc, on y a développé le concept d'espace-déchets, donc les wastes-scape, qui vient élargir la définition de déchets sur le plan foncier. Donc, ces espaces déchets, selon l'équipe de recherche, euh, comprennent l'ensemble des zones reléguées à la périphérie qui sont peu considérées dans les documents de planification. Pensons à des friches, à des bâtiments vacants, à des infrastructures de gestion de flux, à des dépôts illégaux, à des zones tampons, par exemple, entre des infrastructures lourdes de transport. Et pour cette conceptualisation des espaces déchets, en fait, ils sont l'incarnation d'un urbanisme axé sur la croissance, d'un urbanisme qui est linéaire. Donc, ce sont en fait des sous-produits métaboliques d'un urbanisme linéaire. Et puis, le projet, justement, orientait sa démarche sur une double vocation de ces espaces déchets, donc leur régénération et leur possible rôle pour accueillir de nouvelles activités circulaires. Le second exemple d'approche métabolique s'inscrit dans un champ qui a justement peu abordé le métabolisme urbain, c'est l'urban landscape design, qui découle en fait d'une hybridation entre l'urbanisme, le design urbain et l'architecture de paysage. Donc, le cas porte sur une démarche de co-design avec diverses parties prenantes de la région urbaine du Limbourg et de la ville de Houtalen-Echteren, où on cherchait à concevoir des pistes de transition circulaire à l'échelle de la région urbaine et de la ville plus précisément. Donc, on s'est basé dans cet atelier-là sur une phase d'analyse historique de la trajectoire métabolique de la région qui a permis de comprendre les processus de reconfiguration de l'usage des ressources du territoire découlant de la transition des activités agricoles et industrielles du territoire depuis le 20e siècle. Donc, c'est une analyse cartographique qui a permis de mettre en place donc, différentes cartes interprétatives diachroniques qui mettaient en lumière la dimension spatiale de cette évolution de la mobilisation des ressources sur le territoire. Puis on a aussi mis en place des cartographies de ressources sous-utilisées sur le territoire. Puis on a fait en fait une superposition des différentes cartographies paysagères, euh, donc des ressources résiduelles puis des ressources potentielles pour identifier en fait de nouveaux potentiels d'intervention pour la valorisation convergente des différentes ressources. Donc, ici, on est vraiment, puis on s'est basé sur ces analyses cartographiques-là du métabolisme pour mettre en place les approches de co-design avec les acteurs du territoire. Donc là, on n'entre vraiment pas dans le métabolisme urbain avec une analyse des flux de matière, mais par une analyse spatiale qui est assez fine pour contextualiser les ressources. Euh, donc, ça, c'est un tableau récapitulatif des 4 cas qui est plus décrit dans l'article scientifique qui va être publié bientôt, mais en fait qui permet de réaliser en fait différentes similarités et contrastes dans l'articulation entre le métabolisme urbain et l'urbanisme. Je vous présente juste 3 observations rapides. C'est que la compréhension conceptuelle du métabolisme urbain est guidée par les disciplines scientifiques qui se l'approprient, se mène au développement d'outils variés et à des objectifs différenciés également. Aussi, les démarches illustrent une utilisation du métabolisme urbain comme un cadre heuristique à chaque fois, mais pas tout le temps à travers une perspective comptable, comme dans le cas de Limbourg. Toutefois, les outils d'analyse comptable sont beaucoup plus sophistiqués actuellement. Puis aussi, on voit que le métabolisme urbain semble, à travers nos exemples, être porté à intervenir selon des modalités procédurales qui sont différenciées en fonction des différentes démarches de planification. Certains vont l'utiliser plus à une étape de diagnostic de manière ponctuelle, d'autres vont l'utiliser tout au long des différentes étapes donc de planification. Euh, donc, c'est une section qui ne prétend pas à faire une représentativité statistique des résultats, mais vraiment à
à nous enseigner, à nous envoyer sur des nouvelles pistes, d'approfondir en fait ces cas. Euh, voilà. Donc, pour conclure, euh, je finis avec des interrogations portant sur le caractère transformatif des approches métaboliques étudiées, en fait. C'est que notre recension a permis d'éclairer que la transposition de l'économie circulaire aux villes, en s'intéressant particulièrement à la relation entre le métabolisme urbain et l'urbanisme, permet de voir des articulations, en fait, à travers des configurations territoriales hétérogènes avec des perspectives diversifiées. Mais on voit aussi qu'il y a de nombreux outils, des expérimentations, des discours qui sont développés par la communauté scientifique, mais on a peu d'éclairage sur les conditions de transfert et sur l'adaptabilité des études de métabolisme urbain face aux réalités et aux aléas de la planification et des politiques publiques urbaines. On a donc peu de connaissances actuellement sur la modification des processus, donc le rôle du métabolisme urbain sur la modification des processus de planification et d'intervention sur les territoires, sur les retombées concrètes de l'utilisation du métabolisme urbain sur les stratégies d'économie circulaire. Donc, des pistes de recherche futures seraient d'approfondir par étude de cas euh, la compréhension de l'impact des démarches de métabolisme urbain dans les processus de transition urbaine vers l'économie circulaire, puis de déployer aussi des expérimentations d'urbanisme basées sur le métabolisme urbain en territoire québécois pour mieux comprendre les modalités d'appropriation de cette perspective dans le régime d'aménagement, puis plus précisément de mieux comprendre les mécanismes et contextes favorables à l'appropriation d'une lecture métabolique dans les régimes de planification, puis voir les mécanismes plus fins de lien de causalité entre le métabolisme urbain et l'innovation en termes de déploiement urbain de l'économie circulaire, notamment en ce qui a trait à son rôle comme objet frontière ou comme potentiel tremplin pour le développement d'un apprentissage social entre différents acteurs. Donc, c'est qui conclut ma présentation rapide de notre recension des écrits. Ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires, questions à la fin de la rencontre. Et je remercie encore le REC pour son appui dans cette recherche. Merci beaucoup, Philippe, pour cette belle présentation. Donc, comme je le disais, on va garder les questions pour la fin de la présentation. On va passer tout de suite à la deuxième présentation, celle de Mylène Raymond et de Cécile Fonrouge. Donc, Mylène, la parole est à toi. Merci. Je vais juste vous aviser que j'ai une laryngite et une bronchite. Donc, des fois, ma voix, elle part. Alors, j'ai des petites pastilles, mais je veux juste vous aviser, c'est hors de mon contrôle. Est-ce que vous voyez tous bien la présentation? Parfait. Parfait, merci. Alors, nous avons travaillé sur l'entrepreneur activiste, profil et répertoire de revendications en matière d'économie circulaire. J'ai travaillé avec Cécile Fonrouge de l'UQTR et Mireille Lalancette aussi à l'UQTR. Donc, c'est une collaboration interdépartementale, donc communication sociale et administration des affaires, l'école de gestion de l'UQTR. Donc, pourquoi se poser la question et étudier cette thématique dans le champ de l'économie circulaire? Bien, en fait, c'est au niveau théorique, il existe peu de liens entre les domaines de l'activiste et ceux de l'entrepreneuriat circulaire, de la communication sociale et de l'entrepreneuriat en général. Aussi, dans le domaine de l'entrepreneuriat durable, il est observable qu'il y a certains entrepreneurs qui tentent d'influencer les règles, les normes et les pratiques. Donc, peut-on identifier des comportements distinctifs chez les entrepreneurs circulaires qui, à l'occasion, pourraient passer sous le radar? Cette recherche est de nature exploratoire et s'ancre dans la méthodologie de la théorisation enracinée, adoptant une approche qualitative et inductive. Maintenant, notre méthodologie de recherche est assez simple. Pour commencer, nous avons fait une éthographie. On a exploré les profils Facebook de Marie-Annick Mercure, qui est notre cas qui sera présenté plus tard, et son entreprise, La Cyclerie. Et aussi, nous avons regardé des articles de journaux et de publications en ligne via Google. Ensuite, on a élaboré un guide d'entretien qui était basé sur les informations qu'on a collectées lors de la nettographie pour
valider avec elle et en savoir plus. Puis, on a ciblé spécifiquement aussi nos questions en lien avec le projet de la cyclerie. Et ensuite, celle-ci nous a permis de collecter nos données. Suite à l'entretien, ça nous a permis de collecter nos données. On a aussi fait, on a aussi fait des études sur les concepts d'analyse des répertoires d'action. On a aussi fait une exploration des entrepreneurs sociaux durables de causes institutionnelles qui sont des entrepreneurs voisins. Et aussi, on a vraiment étudié et approfondi l'économie circulaire le plus possible. Puis nos résultats, ils sont basés sur les propos de Marianne, sur la nettographie détaillée, puis ça dessine son répertoire d'action, puis tout ça est en lien avec la circularité. Alors maintenant, c'est qui notre entrepreneur activiste à l'étude? Pas d'inquiétude aussi là, pour le mot entrepreneur activiste, ça sera défini un petit peu plus long, un petit peu plus loin, donc inquiétez-vous pas pour ça si vous vous demandez c'est quoi. On va venir à ça. Ce sera pas long. Bon. OK, c'est bon. Excusez, ça ne marchait plus. Désolée. Alors, Marianne Mercure, je ne vais pas tout vous dire en détail, mais vous pouvez voir que cette personne-là, elle a étudié en biologie, elle a fait un DESS. On voit plus loin aussi qu'elle a fait une maîtrise en sciences politiques, donc c'est une personne éduquée. En 2013, elle a été élue à Trois-Rivières-Vieille-Forge pour Québec solidaire, donc un rôle politique. Puis aussi, elle est responsable des communications pour la Gazette de la Mauricie. Et en plus de ça, en 2017, elle a été élue conseillère municipale du district des Forges à Trois-Rivières, qui est vraiment très important dans l'histoire. Puis, suite à ça, elle s'est mise à faire la promotion du projet Vision Zéro, on va vous en parler aussi un petit peu plus loin. Ensuite, elle a été nommée présidente de la Commission du développement durable et de l'environnement au Conseil municipal de Trois-Rivières. Elle a déposé une pétition à l'Assemblée nationale pour la révision du Code de sécurité routière. Ensuite, elle s'est retirée de la vie politique et elle a cofondé son projet La Cyclerie, que je vais vous introduire plus loin. Maintenant, présentement, elle s'intéresse au glanage urbain. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais dans le fond, ce que c'est le glanage urbain, c'est que c'est une pratique qui est, je dirais, on peut dire écologique, économique. C'est que les gens, ils vont chercher oui, ils vont fouiller dans les poubelles, tout simplement, les aliments qui sont comestibles, mais qui sont peut-être moins beaux, que les commerçants n'ont plus besoin. Donc, c'est pour réduire le gaspillage alimentaire et c'est quand même encadré là, dans le sens que ceux qui font ça, ils ont des bonnes pratiques d'hygiène et le respect des lieux. Là. Il n'y a pas de détritus après. Là. C'est vraiment, ils font ça dans les respects des règles de l'art. Et ensuite, elle s'oppose activement au projet du Carrefour 4050 à Trois-Rivières, qui est un endroit qu'ils veulent construire des bâtiments, puis c'est un milieu humide, donc elle veut protéger les milieux humides. Et dernièrement, elle est très, très active et impliquée dans Mères au front. Donc, ça vous dresse un petit portrait de notre entrepreneur. Bon, mais c'est quoi cette entreprise-là, la Cyclerie, qui a un modèle d'affaires basé sur des concepts d'économie circulaire qui a été fondé par Marianne Mercure? Donc, c'est ce que je vous présente. En gros, vous pouvez voir sur la photo, c'est la dame avec une roue de vélo. La cyclerie, je trouve le nom est vraiment intéressant parce que comme vélo, cycliste, cyclerie, et puis le cycle d'économie circulaire. Donc, je trouve ça vraiment intéressant comme je mentionne le nom de l'entreprise. Et dans le fond, c'est une OBNL à Trois-Rivières, trifluvienne, puis qui est axée sur l'implication communautaire qui promouvoit activement la culture du cyclisme au sein de la ville. Notez que cette dame a pour mission la réduction des gaz à effet de serre. Elle a vraiment une de ses causes qui est vraiment très à cœur, la réduction des gaz à effet de serre. Pas juste les milieux humides comme on a vu tantôt, mais tout ce qui est gaz à effet de serre. Donc, le vélo, on s'entend que ça ne l'émet pas vraiment ça n'émet pas de GS. Donc, sa mission à la cyclerie est simple, c'est centré sur la démocratisation du vélo utilitaire en le rendant comme un moyen de transport durable pour tous, soulignant une importance dans une justice sociale et climatique. Pour la cyclerie, l'accessibilité pour la cyclerie, c'est un pilier, c'est qu'il travaille fondamentalement et sans arrêt pour assurer que chaque individu puisse avoir un accès égal au vélo, indépendamment des ressources financières. Parce que ceux qui connaissent les vélos, un bon vélo qu'on a peut coûter aux alentours de 6 000 et on peut en avoir un autre chez Walmart à 125 mais eux ont comme une mission de pimper les vélos, que ce ne soit pas des vélos jetables, c'est des vélos de qualité avec un remplacement des pièces. Et la culture du cyclisme, évidemment, c'est très important et c'est vraiment aussi une notion d'entraide et de partage. C'est vraiment intéressant de voir tout
cette culture en lien avec le cyclisme et ça développe des amitiés aussi et les gens s'entraident. Donc, ça l'a créé, cela, créé et amené à une communauté d'adeptes. Donc, souvent, les gens, ah, j'ai entendu parler de ça, et là, ça se propage. Puis aussi, il promeut l'autonomie parce qu'il donne des formations sur comment bien réparer son vélo. Ça fait que si on a un vélo, les pédales, les pneus, peu importe, ou la roue au complet est brisée, bien, au lieu de le jeter et en acheter un nouveau, bien, comment réparer bien son vélo? Et il n'y a pas juste des formations, il y a aussi des ateliers de démonstration. Il y a aussi, tu peux aller chercher des pièces de vélo recyclées, il y a des pièces détachées, tout ça pour répondre à tout le monde. Puis il y a une programmation éducative aussi en lien avec ça. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a 20 bénévoles qui travaillent avec dévotion à contribuer à la réussite du projet. Donc, il y a plus de bénévoles que de personnes qui travaillent dans cette entreprise-là. Ça, c'est vraiment une belle OBNL. Ensuite, mais là, maintenant qu'on comprend l'entreprise, on comprend l'individu qui la pilote, bien, comment ces entrepreneurs activistes, 7 entrepreneurs activistes, orchestrent-elles ces initiatives? Donc, pour cela, c'est son répertoire d'actions qui constitue la clé de sa mobilisation. Et là, maintenant, côté une petite parenthèse scientifique, les répertoires d'actions, dans le fond, c'est l'historien sociologue américain Charles Tilly, qui a introduit ça en 1986, la notion de répertoire d'action collective pour désigner l'ensemble des modes d'action utilisés en un lieu, à un moment donné, par des acteurs prestataires. Donc, juste que vous ayez à mémoire, ça s'est fait en 1986, donc avant l'Internet. Selon Charles Tilly, comme cité par Mireille Lalancette en 2014, il y a 5 principaux modes ou idéotypes qui permettent d'inscrire une cause dans l'espace public. Donc, on a 5 types de répertoire d'action. Il y a la négociation et la consultation, recours à l'expertise, la protestation dans les lieux publics, la judiciarisation et la politisation. Je vais vous les expliquer un petit peu mieux plus tard. Et là, maintenant, nous, on amène les revendications. Ça, c'est comme notre nouveau terme. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est que ça combine les répertoires d'action au contexte de l'entrepreneur activiste, qu'on appelle les revendications. Donc, ça peut être défini comme l'ensemble des stratégies et tactiques, actions qu'un entrepreneur activiste emploie pour revendiquer et promouvoir un changement social ou environnemental. Et nous, ce qu'on travaille, c'est à bonifier ce répertoire de revendications-là. Parce que oui, le répertoire d'action date de 1986, et nous, on a déterminé qu'il y a d'autres actions qu'elle fait, cet entrepreneur activiste-là, qui ne sont pas, on n'est pas capable de les caser dans les 5 idéotypiques selon Charles Tilly. Donc, nous, notre but, c'est essayer d'en créer des nouveaux. C'est pour ça qu'on les appelle les répertoires de revendication basés sur les répertoires d'action. Parce qu'on parle d'entrepreneurs activistes aussi. Donc, créer une entreprise, c'est une action, mais il ne se case nulle part. Donc là, on travaille sur essayer de voir comment conceptualiser cela. Bon, et maintenant, on va parler des répertoires de revendication selon Marie-Annick Mercure. C'est quoi, elle, ces revendications et où on peut les caser? OK, maintenant, la négociation et la consultation. Bon, ce que ça veut dire, c'est prendre activement la parole et s'engager politiquement pour représenter la voix du peuple. En tant que conseillère municipale élue d'un parti politique, on s'entend qu'elle pouvait participer au débat, aux négociations pour représenter les intérêts de ses citoyens, puis chercher à modifier les réglementations. Comme on a parlé, elle a le projet Vision Zéro qui vise à réduire la vitesse, les limites de vitesse à 40 km à Trois-Rivières. Puis aussi, elle cherche à modifier, elle est aussi chroniqueuse et journaliste. Donc, elle peut représenter ses idées à elle, mais aussi la voix du peuple. Le retour à l'expertise, faire appel à un porte-parole qui a une expertise, notamment grâce à des études qui peut contribuer à une cause. Ça, dans le fond, on s'entend, elle a obtenu un bac en biologie, en écologie aquatique, son DSS et sa maîtrise. Donc, c'est une personne qui est éduquée. Donc, elle a une crédibilité pour être un porte-parole. Donc, elle s'utilise elle-même comme recours à l'expertise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'activistes qui sont très éduqués. Notamment, et souvent, des fois, ils ont été cherchés par d'autres activistes parce qu'ils sont éduqués pour mener à une cause, pour justement être leur porte-parole, parce que ça donne une crédibilité. Notamment, à Shawinigan, à Saint-Mathieu-du-Parc, pardon, il y avait une coalition qui était pour arrêter de couper certains arbres pour protéger des tortues puis d'autres animaux en voie d'extinction. Pas en voie d'extinction, mais qui étaient
voie de disparition, là, qu'il n'y en a plus beaucoup d'espèces. Puis ils ont appelé un biologiste qui a un doctorat en biologie pour justement prendre parole par rapport à ça. Les protestations dans les lieux publics, donc par le biais de manifestations, des grèves, d'occupations, des pétitions pour porter des causes dans l'espace public, ben là, elle se montre résolument. Elle a fait une pétition justement contre le Carrefour 40-50. Elle prend part active à l'organisation Mère au front. Puis elle orchestre fréquemment des manifestations. Puis elle s'exprime son opposition sur Facebook. Par rapport, comme je l'ai dit tantôt, c'était en 86 que les répertoires d'action ont été définis. Il ne parlait pas de l'Internet, mais on peut quand même dire que selon les nouvelles définitions qu'on veut amener, l'Internet fait partie d'une façon, une action de répertoire d'action. La judiciarisation. Excusez, j'ai un petit peu de misère avec ce mot-là. Cela renvoie à l'utilisation du pouvoir judiciaire par les groupes de pression afin de représenter leurs intérêts. Bon, en déposant une pétition à un organisme officiel, on utilise un mécanisme légal pour plaider en faveur d'une cause. Et le dernier, qui est la politisation. L'objectif, c'est de gagner une influence accrue en devenant élu afin de promouvoir sa cause à travers les institutions politiques et les gouvernements et les municipalités. Donc, elle a été élue au municipal au sein d'un parti politique, ce qui a renforcé son influence. Puis elle a établi des liens avec d'autres décideurs sensibles, en sensibilisant le public à ses causes et participe activement à la création de politiques locales pour sa communauté. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que à quel point les éléments, juste en étudiant ce cas-là, les éléments allaient se placer dans les cases. C'est comme si elle avait lu une recette, puis elle a dit, bon, mais je vais devenir un entrepreneur activiste, je vais utiliser l'espace public et politique pour mes revendications, mais tout est cohérent. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Ensuite, bon, revendication et entrepreneuriat. Étonnamment, selon le concept de répertoire d'action de Charles Tilly, créer une entreprise n'en fait pas partie. Donc ça, nous, on travaille là-dessus. Lorsqu'un individu crée une entreprise avec une mission sociale ou écologique, il utilise l'entrepreneuriat comme un outil d'action. Par exemple, les entrepreneurs éco-responsables peuvent créer une entreprise pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette entreprise devient alors un outil pour défendre une cause. En d'autres termes, l'entrepreneuriat, ça pourrait être vu comme une extension, une évolution du répertoire d'action, offrant de nouvelles manières de réaliser des changements. Mais là, elle ne serait pas plutôt une entrepreneur durable, sociale ou de cause? Parce que nous, on veut amener la nouvelle concept d'entrepreneur activiste, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un synonyme durable, social, cause ou institutionnel? En fait, non. Fait que pour ça, rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des 4 entrepreneurs voisins, que l'entrepreneur de cause, le social, durable, institutionnel. Puis, pour le comparer, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a peut-être des critères de comparaison qui est leur motivation à entreprendre, parce qu'on parle d'un entrepreneur activiste, leur valeur, réseau de contact, lien avec la circularité, l'environnement et la volonté de changer les règles. Donc, si on regarde le portrait de ces 4 types d'entrepreneurs-là, et en lien avec l'entrepreneur activiste, la plupart, selon la cause, ils vont entreprendre. Mais l'entrepreneur activiste, c'est un entrepreneur. Donc, lui, à la base, il a entrepris. Il a entrepris. Il y a l'entrepreneur social, il est uniquement vers le social. Nous, on est vers l'entrepreneur activiste, il peut être social ou écologique. Puis il y a aussi leurs valeurs. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas le même réseau de contact. Ça, je vais vous rendre disponible si vous voulez le voir. Je ne vais pas tout vous le lire par faute de temps. Mais aussi, ce qui est important de voir, c'est la volonté à changer les normes et les règles. L'entrepreneur activiste, lui, il est très fort comme l'entrepreneur institutionnel, sauf que l'entrepreneur institutionnel, ses valeurs sont vraiment basées sur la transformation institutionnelle. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'on recherche. On n'a pas les mêmes valeurs. Et on n'a pas le même réseau de contact. Je vous montre le tableau pour l'entrepreneur activiste. Lui, si on va du bas vers le haut, lui, il veut changer les normes. C'est vraiment très fort. Lui, il veut changer les normes. Il y a un lien avec la circularité, l'environnement. Il est très forte parce que si c'est un entrepreneur environnemental, son lien est inhérent à la circularité. Et le réseau de contact est très diversifié parce que lui, il est très politisé, très social, il est très gouvernemental. Donc, il va toucher un peu partout pour avoir le plus d'impact possible. Et ses valeurs sont très orientées impact social, impact environnemental. C'est sûr que la stabilité financière est importante pour que l'entreprise ait une pérennité dans le temps, mais ce n'est pas sa priorité du tout. Il y a les autres types d'entrepreneurs, il y en a que
l'entreprise, qu'elle fasse un profit est important, mais dans son cas, à lui, ce n'est pas du tout une priorité. Notamment, notre entrepreneur activiste ne s'est pas versé de salaire pendant 1 an. Et quand j'ai parlé aux autres entrepreneurs de Shawinigan, personne ne s'est versé de salaire. Donc, il n'y a comme personne qui fait de l'argent là-dedans. Le but, c'est de mener la mission à terme et la notion d'entrepreneuriat, c'est comme un levier pour atteindre leur cible. Bon, mais maintenant, on peut donner une définition de l'entrepreneur activiste. Maintenant que vous savez qu'est-ce qu'il n'est pas, c'est quoi sa typologie un peu d'entrepreneuriat. Donc, dans le fond, je vais vous la lire rapidement. C'est un entrepreneur activiste, une personne qui est animée par une cause profonde, qui transforme cette passion en initiative d'entreprise tangible et novatrice, parce que c'est des gens qui innovent. Au lieu de se concentrer uniquement sur la rentabilité, cette personne s'efforce de promouvoir et de mettre en œuvre sa cause grâce à ses démarches entrepreneuriales. La plupart de ces entreprises sont des organisations à but non lucratif. Il existe principalement 2 catégories d'entrepreneurs activistes, celles qui se dévouent aux enjeux sociaux et celles qui se consacrent aux causes écologiques, notamment en matière d'économie circulaire. Les premiers s'attaquent aux inégalités et travaillent pour l'inclusion et le bien général, tandis que les seconds priorisent la sauvegarde de l'environnement, l'établissement d'une économie respectueuse et durable. Au-delà de la simple fondation d'entreprises, les entrepreneurs activistes aspirent à façonner un avenir plus équitable pour tous. Ils sont souvent perçus comme des perturbateurs et adoptent un éventail d'actions qui s'alignent avec les 5 idéotypes de Charles Tilly. Maintenant, un petit rappel de la définition d'économie circulaire. Je pense que je ne devrais même pas le faire, mais je le fais pareil parce que dans le fond, c'est un système de production, d'échange, de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. Donc, si on prend cette définition-là, est-ce qu'elle s'applique à Marie-Annick Mercure à travers la cyclerie? Bien, la réponse, c'est oui, parce que toutes les étapes de l'entreprise, la cyclerie, sont basées là-dessus parce qu'on prend des choses concrètes, on les réutilise, puis même leurs locaux, ça, j'ai oublié de le mentionner, même leurs locaux, souvent, ils vont faire ils sont en mobilité. Ils ont des petits kiosques mobiles, ils ont des locaux au Cégep à Trois-Rivières, ils ont des locaux même maintenant à l'UQTR. Donc, même dans leur empreinte environnementale, elle est au minimum. Même dans la base de leur entreprise, pas juste leurs produits, leur entreprise aussi et leurs services. Donc, il est effectivement cohérent d'affirmer que l'entrepreneur activiste environnemental est naturellement orienté vers un modèle économique fondé sur l'économie circulaire. Donc, en réponse à notre question, c'est oui. Leur mission principale réside dans la création d'un impact environnemental positif intégrant des principes de l'économie circulaire et l'économie circulaire devient une nécessité pour aligner leur action entrepreneuriale avec leur objectif d'activisme. Bon, mais c'est quoi tous les liens avec l'économie circulaire et l'entrepreneur activiste à l'étude? Alors, tout simplement, un petit résumé de nos résultats. Son modèle d'affaires est circulaire. Là. Le modèle d'affaires est 100% circulaire avec toutes les étapes du cycle de vie des produits et services, diminuant l'empreinte environnementale et augmentant le bien-être communautaire. En lien avec l'opposition au Carrefour 40-50, elle s'oppose au projet impactant négativement l'environnement, notamment ce projet-là qui compromet les milieux humides, le projet Vision Zéro, dans le fond, qui est soutenu, aussi qui cherche la diminution une vitesse des véhicules à 40 km pour une meilleure sécurité routière, mais aussi un impact moindre environnemental. Elle est aussi conseillère écologique municipale. Quand elle était conseillère municipale, elle était présidente de la commission du développement durable, puis elle sensibilisait, puis elle éduquait les gens sur les enjeux économiques. Donc, il y avait une notion d'éducation qui se faisait. La pétition pour la sécurité routière, encore une fois, en lien avec l'écologie, mais aussi toujours, il y a une côté sécurité aussi de l'humain. Il y a beaucoup de cyclistes qui se font frapper, puis ça, c'est une mordicus à pouvoir aider ces gens-là à avoir moins de problèmes, puis se sentir plus en sécurité. Puis aussi, sa nouvelle tendance qui est la promotion du glanage urbain, qui est aussi la réutilisation de la nourriture qui a moins de déchets et tout. Puis ça, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle conscientise le public vers une consommation plus éthique et responsable des aliments. Et si on cherche glanage urbain sur Internet, à Trois-Rivières, c'est elle qui sort en premier dans Google.
Donc, les revendications de Marianne Nick et les initiatives de la cyclerie s'inscrivent parfaitement dans le cadre de l'économie circulaire. Ils illustrent comment l'activisme, la sensibilisation, l'éducation, la collaboration et l'influence politique peuvent être mobilisés pour créer un impact positif et durable dans la communauté et au-delà, et cela avec peu de ressources financières. Je mets l'emphase sur cela parce que souvent, ces gens-là, ils partent de rien, ils ne sont pas fortunés. C'est des entrepreneurs activistes qui, avec peu de ressources financières, réussissent à mobiliser les gens, que ce soit avec toutes leurs actions, avec leur réseau de contacts aussi, parce qu'ils réussissent à se faire bien aider. C'est vraiment incroyable de voir à quel point des gens avec peu de moyens peuvent se rendre aussi loin. Et maintenant, les propositions de recherche qui pourraient être faites en lien avec ça, d'ailleurs, l'entrepreneur activiste avec une économie de moyens fait parler de son projet. L'entrepreneur activiste avec une économie de moyens fait changer les normes et règlements, ici la mobilité, le recyclage et tout. Et l'entrepreneur activiste connaît aussi une pratique les méthodes d'agitation, propagande. Ce qui est super intéressant, c'est qu'elle fait beaucoup de scandales sur Internet. Donc, elle dit des choses qui attirent l'attention. Après ça, donc les noms, son nom est là. Son nom revient souvent dans certaines choses. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Et l'entrepreneur activiste utilise ses liens avec les sphères politiques et institutionnelles afin de faire avancer son projet. Puis l'entrepreneur activiste participe à la prise de conscience et la finitude des ressources. Et des petites perspectives en conclusion. Un petit plan d'action pour la suite, dans le fond. Ce qu'on pourrait faire, c'est une réalisation de revue de littérature pour compléter les propositions initiales, évaluation pratique des propositions avancées, utilisation de la nettographie comme méthode d'approche, évaluer la pertinence de cette étude, identifier les agents de changement pour progresser vers un Québec circulaire, distinguer des modèles ou des répertoires d'actions spécifiques, soutenir et valoriser ces entrepreneurs atypiques par le biais d'un accompagnement, financement sociaux, formation, etc. Donc, en résumé, pour conclure toute finale, parce qu'il me reste encore une minute, fait que je vais la prendre. L'entrepreneur activiste en matière qui est de type écologique est très lié dans sa façon d'être, sa façon d'agir, dans son modèle d'affaires de ses entreprises avec l'économie circulaire, parce que toutes ces bases-là, récupération, recyclage, réutilisation, les trois, c'est vraiment tout est intrinsèquement utilisé dans leur valeur, dans ce qu'ils font pour faire progresser leur cause. Donc, en conclusion, on peut dire que l'entrepreneur activiste utilise vraiment bien le modèle d'affaires de l'économie circulaire. Cécile, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, quelque chose à dire? Écoute, non, merci beaucoup. De juste dire que tu es une entrepreneuse qui fait de la recherche et peut-être presque une activiste des solutions circulaires. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mylène. Merci, Cécile. Effectivement, Merci. c'est encore une nouvelle fois une très belle présentation. On a quand même plusieurs questions là qui ont été posées dans le chat. Je vais inviter les personnes qui les ont posées à les poser de vive voix. Ça va être une période un peu plus animée là. Donc, comme je le disais, sur l'une ou l'autre des présentations, Mylène, je peux peut-être t'inviter à arrêter le partage, comme ça on va pouvoir discuter entre nous, ça va être un peu plus convivial. Donc, je pense que Maïva avait des questions, si je me souviens bien. Oui, merci de m'accorder la parole. J'avais une question pour Philippe. Enfin, j'en ai plusieurs, mais on va commencer par une déjà. Euh, Quand on parle d'ACV pour un territoire, on étudie quoi dans un ACV pour un territoire? Parce que une ACV pour un produit, on l'imagine puis on le comprend, mais une ACV pour un territoire, c'est quoi? Oui, merci de votre question. C'est sûr que moi, je ne suis pas un expert de l'ACV, mais ce qui est en lien avec la compréhension du métabolisme pour l'ACV, ça va souvent être de lier en fait une analyse des flux de matière avec une analyse de cycle de vie des différents flux qui sont étudiés pour pouvoir illustrer notamment les flux indirects, donc les ressources qui sont incluses, si je peux dire, dans la fabrication, par exemple, des produits qui vont entrer sur le territoire parce que l'analyse des flux de matière, c'est une analyse qui est territoriale, donc c'est les flux directs souvent avec les méthodes classiques, donc qu'on appelle méthode ascendante d'analyse des flux de matière, c'est les flux directs. Donc, le lier avec une ACV, ça va permettre justement de voir ces flux que certains appellent des flux indirects ou des flux cachés. Donc, ça, c'est une piste. Puis aussi, l'ACV aussi est parfois utilisée pour évaluer des scénarios d'aménagement potentiels.
Donc, par exemple, c'est beaucoup lié avec les matériaux de construction. Je comprends. Merci beaucoup. J'ai Merci. une deuxième question. Est-ce que je vais, Raphaël ou... Ouais. Vas-y, vas-y. Dans les exemples que tu as cités, Philippe, comment il y a eu, on voit qu'il y a beaucoup de données qui ont été récoltées. Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce qu'il y a eu des enjeux pour cette collecte de données, puis comment ils ont été détournés, les enjeux de collecte de données? Est-ce que vous faites référence à mes données à moi pour l'analyse ou aux données des approches de recherche-intervention qui ont été mises en place, que moi j'étudie? On vous entend pas, Maëva. Pardon, les approches les exemples qui ont été étudiés, est-ce que vous avez une idée des enjeux de collecte de données qu'ils ont pu rencontrer, puis comment ils les ont détournés? Ouais, c'est une bonne question. C'est toujours l'accès aux données. Euh, la- En fait, disons, le second exemple de Limbourg, c'est une approche qui s'inscrit dans une démarche assez sur le long terme. Donc, en termes comme c'est pas une analyse des flux de matière, c'est vraiment une étude qui passe par une analyse géohistorique d'abord. C'est une question d'étude des archives, puis de cartographie, etc. Donc, ça, c'était pas, j'ai pas été conscient de problème. Puis dans le cas du projet Repair, ben, en fait, la méthodologie déployée d'analyse activity-based des flux de matière, ben, c'est vraiment le fruit d'un consortium vraiment important d'acteurs et d'actrices du territoire, dont des acteurs de l'écosystème économique de Naples et Amsterdam. Donc, c'est souvent eux qui détiennent les données des flux de matière. Donc, c'est sûr que c'est toujours un enjeu, mais c'est ce que je pourrais dire là, pour une réponse rapide, là, c'est que, disons, le consortium, puis disons, l'importance des fonds accordés à ce projet de recherche-là, qui est un fonds financé, qui est un projet de recherche et intervention financé par l'Union européenne, a permis l'accès aux données autant par la mobilisation que l'achat de données aussi. Et la dernière question, c'est à partir des conclusions que tu as eues, ma question, ce serait on fait quoi s'il y a une ville qui veut devenir une ville exemplaire autour de la circularité, mettons? C'est quoi ces premières étapes à faire? Ben, ce qu'on observe dans la littérature beaucoup, en fait, c'est ce que justement Paris, Bruxelles, la Flandre ont fait, c'est de produire des analyses de flux de matière pour certains flux, donc les flux principaux matériaux de construction, biomasse, souvent. Donc là, je parle des villes en tant qu'organisation, euh, qui vont mettre en place, par exemple, des démarches de stratégie comme des feuilles de route, par exemple. Souvent, l'analyse des flux de matière est une des étapes préalables pour identifier des chaînes de valeur clés pour ensuite élaborer des stratégies sur ces chaînes de valeur-là, ou aussi plus précisément pour identifier des espaces dans la chaîne de valeur. Par exemple, avec l'analyse, souvent c'est des diagrammes Sankey qui permettent de trouver des endroits où il y a des pertes de ressources, par exemple, pour agir plus précisément sur ces éléments du système plus précis. Là, je pense par exemple à un exemple que je connais un petit peu mieux qui est Guelph, la démarche Guelph-Wellington en Ontario. Et eux se sont intéressés particulièrement au système alimentaire. Donc, ils ont fait une analyse assez précise des flux de matière du système alimentaire. Puis ça, en fait, ces démarches-là, autant pour ce qui est de Paris, Bruxelles, etc., c'est des démarches qui se font avec souvent des intermédiaires, soit des entreprises, des institutions privées, par exemple Circle Economy ou Métabolique, qui sont deux organisations qui collaborent avec les villes pour mettre en place des analyses de flux de matière, comme à Montréal, par exemple. Donc, ça ne se fait pas à l'interne, il, il faut souvent des intermédiaires externes pour collaborer. Donc, souvent, c'est ça qui se fait, mais moi, ce qui m'intéresse également, c'est la mise en place d'expérimentation, peut-être à des échelles plus courtes, à des échelles plus petites, des différentes approches métaboliques. Donc, pas juste l'analyse de flux de matière, mais aussi cette idée-là de voir le territoire comme un espace de flux pour voir comment on peut penser autrement de la planification. Mais ça demande des recherches pour mieux comprendre les mécanismes. Merci beaucoup. Merci. Merci de la question, des questions. Je vois qu'on a encore une question de Natacha pour toi, Philippe.
Est-ce que Ben, Natacha, tu veux peut-être la poser de vive voix, ça vite? Oui, c'est ça. Ben, bonjour Philippe. Justement, Bonjour. moi, je travaille à la Ville de Montréal, puis je m'occupe, j'ai justement travaillé avec Circle Economy pour faire une première analyse de flux de matière. On travaille sur un indice de circularité. Ce que disait Maëva, justement, c'est hyper compliqué. La donnée me donne des angoisses, m'empêche de dormir pour essayer de faire ces travaux-là. Mais je trouvais ça intéressant de voir comment vous l'avez joint avec plus l'urbanisme, parce que nous, ça n'a pas été tant joint à l'urbanisme, je dirais, notre démarche pour l'instant. Puis je trouvais ça intéressant, ce volet-là, sauf que les plans d'urbanisme, en tout cas pour nous à Montréal, je pense que ça va faire 20 ans qu'on n'a pas renouvelé notre plan d'urbanisme. Je ne pense pas qu'on va le renouveler. C'est des processus hyper longs. Fait que je ne suis pas sûre qu'on va être capable de l'intégrer tel quel dans le prochain plan, mais comment on réussit quand même avec ces plans-là à faire de l'urbanisme métabolique ou en tout cas, là, tu parlais un peu plus de micro, je pense que tu venais rejoindre un peu ce qu'on essaie de trouver, mais comment on réussit dans ce que tu as lu ou les approches que tu as vues? Ben ça, c'est vraiment une des questions clés de mon doctorat, en fait. Donc, il y a une part d'inconnu encore là-dedans parce que c'est ça, c'est que là, ce qu'on remarque, c'est que le métabolisme urbain, en fait, c'est qu'il semble pouvoir être un objet frontière qui permet de lier toutes les questions d'économie circulaire à l'urbanisme en général. Puis là, puis moi, dans ma réflexion urbanistique, ça va au-delà aussi des plans, par exemple, d'aménagement, ça peut être, donc, pas des plans d'aménagement, des plans d'urbanisme, par exemple. Donc, je pense à tous les différents outils d'urbanisme. Mais par exemple, disons, à brûle pour point, pour un plan d'urbanisme, ça pourrait être soit, par exemple, encore l'analyse de flux de matière qui a été faite, par exemple, avec Circle Economy, aurait pu être en amont orienter certaines orientations de planification globale. Donc, autant qu'on s'intéresse à des grandes orientations en termes de transition socio-écologique, on pourrait intégrer une réflexion sur la circularisation vraiment avec cette base-là. Peut-être ce qui pourrait être intéressant aussi, ça serait de nourrir une démarche, disons, prospective pour imaginer, par exemple, le plan d'urbanisme à l'échelle X. On veut que la ville ressemble à telle chose. On établit une vision avec des cibles. On pourrait avoir des cibles peut-être. Et là, je ne vais pas parler à travers mon chapeau parce que là, moi, c'est ma vision de chercheur qui a des idées comme ça, mais c'est ça aussi ma question, c'est comment le métabolisme urbain s'intègre face aux freins systémiques des régimes de planification, etc. Mais peut-être qu'une option aussi, ça serait justement une approche plus prospective puis plus qualitative du métabolisme urbain. Donc, ça aide un peu à avoir parce qu'on pense ça aide à mettre une image plus concrète peut-être sur la transition écologique puis la transition d'une ville, comment elle pourrait être circulaire en passant en termes de flux. Donc, ça serait rapidement comme ça deux options peut-être mais c'est sûr que c'est très complexe comme enjeu. Je m'intéresse à ça, puis je prétends absolument pas avoir des réponses, etc. par rapport à ça. C'est vraiment un questionnement clé de ma recherche, en fait. Tu vois, c'est ça, ça nous a donné présentement, on l'a fait, on a fait un premier exercice sur des chaînes de valeur, puis ça nous a donné quelques grandes indications, mais tu sais, ça reste Ouais, quand même à un niveau très macro, comme tu viens de le dire, ouais. là, pour l'instant. On est en train de travailler sur l'indice de circularité, c'est un peu la même chose. Ça reste quand même très macro, fait que j'essaie de voir comment je peux concrètement essayer d'impliquer ça. En tout cas, fait que je vais être intéressée par ta recherche là, plus Ah tard. ben, je serais intéressé à parler n'importe quand. On pourrait se rencontrer pour en parler. Ça Super. me fait plaisir. Merci. Merci des questions. C'était très intéressant. Ouais, maintenant, une question de Cécile. Pareil, Cécile, est-ce que tu veux la poser de vive voix? Oui, merci. Ben, comme je crois comprendre qu'il y a des gens de la ville de Montréal, je me demandais si il n'y avait pas des acteurs de type entrepreneur, activistes, qui sont des acteurs de changement et des leviers qu'on pourrait aussi étudier. Est-ce que ça sonne une cloche chez Oui, vous? bien, lorsque Mme Raymond en parlait justement, là, j'avais des gens qui me venaient en tête. Là. Je pense à Tommy Bouillon de Brick Recyc. Entre autres, Tommy Bouillon, c'est un maçon, mais qui a créé Brick Recyc puis qui est en train de créer toute une chaîne circulaire dans le secteur de la construction, présentement pour la brique, mais pour plein d'autres choses qui vont s'en venir. En tout cas, puis lui, ben, c'est ça, il faut qu'il travaille avec. Tu as beau avoir développé une machine ou tout ça, ben là, il faut qu'il travaille l'ensemble de la filière. Il est même en train de travailler pour changer
il y a des chercheurs là, pour la qualité de la brique, parce que sinon, les entrepreneurs, si ce n'est pas assuré, en tout cas, tout ça, il faut qu'ils parlent de tout. Fait que lui, il essaie vraiment. Ça en est un bon. J'ai Jonathan Rodrigue, que je dirais aussi de Still Good, qui peut être intéressant. Tu as des gens comme hier, justement, c'était l'ouverture d'Architecture sans frontières, leur nouveau local, Bruno Demers, là, de leur nouveau local RECO, il ne faut pas que je me trompe, que ça va s'appeler, pour le réemploi justement dans les matériaux de construction. Il y en a plusieurs. Écoutez, ça me ferait plaisir là, de vous en faire parvenir, là, mais effectivement, ça nous prend ces entrepreneurs-là qui font vraiment le changement, qui militent pour qui nous font part de leurs freins pour le zonage, qui militent, mais pas auprès juste de la ville. Je pense auprès de l'ensemble de la chaîne, comme je le dis, là, ça va des assureurs aux ordres professionnels pour faire changer les choses. Là. Et ce qui est fou, c'est que ces deux cas, là, Tony Bouillon et puis lié Still Good, mais c'est des craquelins qui font travailler Still Good dans la récupération de drèches. On les a publiés dans notre plateforme de cas d'économie circulaire, dont je vais mettre le lien, parce qu'on pense qu'effectivement, il faut sensibiliser les étudiants à l'économie circulaire via des entrepreneurs de ce type. Oui, il y en a vraiment plusieurs là, à Montréal, là. Mais c'est ça, c'est que le problème, c'est la mise à l'échelle. Eux, ils commencent à avoir une meilleure mise à l'échelle. La problématique, c'est que souvent, on a des belles initiatives, mais ça reste des petites entreprises. Une autre personne que je pourrais dire, moi, que je trouve beaucoup, c'est dans Tricycle. Mais tu as Louise Hénaud-Étier qui, elle, fait avancer la recherche puis plein de choses, qui est aussi à Tricycle, qui est à l'INRS, mais qui est aussi qui est aussi responsable de l'entreprise. Donc, tous ces gens-là, puis c'est ça, là, j'en ai plein que je côtoie, là, je pourrais vous en nommer plein d'autres, là, mais ils sont super intéressants. Puis c'est les gens qui font changer les choses, puis que je peux vous dire qu'ils me talonnent, puis qui m'écrivent sur LinkedIn, pas quotidiennement, mais pratiquement pour me dire « Hey, il y a tel frein, qu'est-ce que tu pourrais faire? » En tout cas, je voulais juste te dire qu'on est bloqué là. Même s'ils savent que je ne peux rien faire juste pour me tenir informée, là, puis ils travaillent là, vraiment sans relâche pour faire avancer les choses. Merci. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres questions à poser? Bien, c'est pas tant de questions, Madame Raymond, puis je regardais vos choix, puis moi, je vais vous soumettre, c'est justement ces entrepreneurs-là activistes. Là. Moi, quand je viens de parler de mise à l'échelle, là, je vous dirais que c'est la grosse difficulté qu'on a. C'est qu'on a beaucoup d'initiatives qui sont intéressantes, mais qui restent au niveau initiative, puis qui n'amènent pas un changement systémique dans le secteur. Fait que comment on peut amener ces entrepreneurs-là qui sont activistes à faire le changement? Ça, je trouve que ça serait une question hyper intéressante. En tout cas, C'est je une la très soumets bonne dans idée. Oui, j'aime bien votre idée. C'est comme s'il y avait. Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'on peut leur donner des outils? Je pense que c'est un petit peu ça Qu'est-ce qui qu'on manque veut, pour là. les Qu'est-ce qui accompagner? leur Puis, manque pour les accompagner? Du lobbyisme, des contacts, certains contacts, tu sais. Oui, je pense que ça peut être. mentorat, je ne sais Oui, pas, mais oui, mentorat, l'éducation, j'aime bien ça. Trouver une théorie, un guide de gars, comment ouais. devenir un bon entrepreneur activiste, puis mener j'avoue que Parce que, tu sais, c'est j'adore. ça qu'on essaie de faire avec l'économie circulaire, tout est à faire, puis comment on Oui. réussit à les amener ailleurs. En tout cas, ça pourrait être intéressant, Mme Raymond. Pour des idées d'entreprise, je vais juste partager, Québec circulaire a une initiative qui s'appelle Prix Initiative circulaire qui va être dévoilée bientôt, fait que je vous mets le lien. Les prix ne sont pas encore là, mais le seront sous peu. C'est quoi cette initiative, Chantal? C'est une initiative de Québec circulaire, ça s'appelle Prix Initiative circulaire, ça se fait à chaque année. Ben, Émilie peut en dire plus. Ah oui, ok. Pardon, je savais pas. Le prix J'avais 2023 compris est j'avais en pas cours. compris prix, j'avais compris prix. C'est pour ça que je me demandais c'était quoi. Ok, merci. En prêt comme financement, oui, toujours d'intérêt. Mais il faut penser que les mises à l'échelle, c'est une problématique qui est générale en entrepreneuriat. Mais moi, ce que je vois, la particularité en économie circulaire, c'est que ça devient comme des modèles, des exemples. Ils font bouger les choses parce qu'ils font bouger les acteurs du développement économique, ils font bouger les consommateurs, ils font bouger nos valeurs intrinsèques. C'est ça qui est important.
Donc, la problématique de la mise à l'échelle, c'est un peu une problématique existentielle. Et je ne suis pas sûre qu'on trouve forcément des réponses, même si je pense que la voie qu'a donnée Mylène sur un accompagnement spécifique, voire un cocooning, voire une espèce de mise en maillage, parce qu'il faut les mailler, parce qu'ils se ressemblent, ces gens-là. C'est ça qui est fou. Et peut-être qu'il faut des plateformes sur lesquelles ils s'expriment. Mais je pense quand même qu'il faut les garder comme des modèles dans l'apprentissage, vous savez, l'apprentissage modelant, la vicarious learning. Donc, ce sont des modèles qui nous font changer nos têtes. Mais un des enjeux que je vois par rapport à la mise à l'échelle, c'est que aujourd'hui, bon, on a beaucoup de financements qui sont pour le développement durable puis pour l'économie circulaire, mais en revanche, c'est souvent orienté technologique. Il faut une innovation technologique et malheureusement, de la circularité en tant que telle, finalement, des fonds pour financer ça, il y en a peu finalement, comparé à les innovations technologiques pour le développement durable ou pour l'économie circulaire. Donc c'est là, je pense qu'il y a un manquement aussi. C'est une super idée, effectivement. On est trop tech dans le circulaire quelquefois. Sur ça, je dois couper cette présentation, cette rencontre tellement enrichissante. Je m'excuse, on a jusqu'à 45 parce qu'il y en a qui doivent quitter et d'autres qui doivent faire des transitions vers d'autres rencontres. Alors, je vais remercier chaleureusement Philippe et Mylène de leur super présentation. Et vous rappelez que l'enregistrement est sur notre site web et que je pense de plus en plus de nos membres le savent, donc ils écoutent en différé, mais c'est qu'il nous laisse beaucoup plus de temps pour des échanges incroyables qu'on a vu aujourd'hui, les liens qu'on a faits entre les deux présentations qui, a priori, ne semblaient pas du tout nécessairement se connecter. Donc, ces liens-là se font à travers les gens comme vous qui viennent pendant les webinaires. Donc, je vous remercie chaleureusement de votre présence. Et au prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.